Si vous avez des questions pendant le webinaire ou si je vais trop vite ou quoi, ou que vous voulez vous attarder sur un outil, vous n'hésitez surtout pas. C'est fait pour ça. Euh, du coup, j'en connais la plupart, j'en connais une bonne partie d'entre vous. Je vais commencer par me présenter et vous dire un petit peu ce dont je vais vous parler pendant cette heure. Et si vous m'entendez plus, je vais peut-être avoir des problèmes de connexion. J'espère pas, on verra. Donc, moi, c'est Quentin Legal. Ah, voilà, faut que j'aille sur. Voilà, vous voyez bien mon écran, c'est bon. Du coup, moi, c'est Quentin Legal. Je viens tout juste d'être diplômé de Neoma. Quand j'étais à Neoma et toujours aujourd'hui, j'ai lancé une boîte il y a 2 ans qui s'appelle Sauce Moutarde, qui aujourd'hui, c'est vrai, n'est plus. Le site est encore actif, mais c'est vrai qu'on n'est plus impliqué dedans pour diverses raisons. On pourra en parler après, mais c'est pas pour autant que c'est mort. On se pose pas mal de questions aujourd'hui, surtout avec la situation actuelle et l'évolution du marché du travail demain. Donc voilà, c'est toujours des questions qu'on se pose. Donc, on ne veut surtout pas killer le projet. Avant ça, je suis passé j'ai eu des expériences au NUMA, le programme d'accélération de start-up qui depuis n'existe plus, et je suis passé par le fonds d'investissement d'Accenture et la partie innovation. Et depuis juillet 2019, je travaille pour Founders Factory Paris. Donc, Founders Factory, c'est un accélérateur et un startup studio. Je présente juste en 2 minutes pour que vous sachiez ce que c'est, parce que ça pourra peut-être intéresser certains d'entre vous dans les mois à venir pour vos startups. Du coup, on est un accélérateur, un startup studio qui est né à Londres il y a 4 ans sous l'impulsion du fondateur de lastminute.com qui est Brent Oberman, qui a fondé donc lastminute.com, qui est cofondateur de made.com et qui a lancé un fonds d'investissement à Londres qui s'appelle First Minute Capital, qui a investi dans des boîtes en seed comme Alan notamment. Voilà, donc du coup, on a une offre d'accélération où on accompagne des startups qui sont déjà existantes, comme les vôtres, sur une durée de 6 mois. On prend entre 3 et 8% d'equity contre un mix de 40 à 50 000 euros en cash et le reste en soutien opérationnel. Je vais vous en reparler juste après. Et aussi, on crée des startups from scratch. Du coup, typiquement, on recrute des fondateurs, des anciens fondateurs de startups qui veulent se relancer et on injecte 250 000 euros en cash, donc une première enveloppe de 100 000 euros au moment de la création pour qu'ils puissent se rémunérer. Et ensuite, au moment de l'incorporation de la société, on réinjecte 150 000 euros en cash contre donc 25% d'equity. Et en fait, la particularité du modèle de Finance Factory, c'est que on ne travaille pas avec des mentors en externe, on a tout internalisé. Donc aujourd'hui, à Paris, on est 19, à Londres, on est 90, et on a des développeurs, des designers qui sont des employés de Founders Factory et qui sont 100% opérationnels pour les startups. Du coup, en gros, pour caricaturer, vous arrivez avec votre équipe de 4-5 personnes et tout de suite, vous allez pendant 6 mois être une quinzaine de personnes avec tous les employés Founders Factory qui vont vous aider de manière 100% opérationnelle. Donc voilà. Donc ça à Londres, ça fait 4 ans que ça existe. On s'est lancé depuis à Johannesburg, à New York et à Paris. Et on va ouvrir après le déconfinement de nouvelles géographies. Et nos 2 premières startups, c'est des boîtes. Notre première startup du studio, c'est une boîte qui s'appelle Osaka et qui est une assurance smartphone à 2 euros par mois sans engagement. Ils assurent même des téléphones qui sont déjà cassés. Et en 3 heures, il y a un coursier qui vient chez vous et qui vous prend votre téléphone et 3 heures plus tard, il vous le ramène complètement réparé. Et vous ne payez pas de franchise. C'est 2 euros par mois et vous ne payez pas de franchise. Et Cautioneo, c'est une boîte qui révolutionne la garantie loyer impayé. Donc, c'est une boîte qui se porte garant pour vous quand vous voulez accéder au logement. Voilà. Cautioneo, c'est une boîte qui a déjà levé 450 000 euros en seed auprès de Kima et Founders Future, et que là, elle est en train de relever. Ils ont un besoin de croissance, et du coup, c'est là où on va leur apporter l'expertise Founders Factory. Donc voilà, sur Founders Factory, si vous avez des questions, on pourra en reparler avec grand plaisir. Et sachant qu'en plus, on est juste à côté de l'incubateur Neoma à Paris. On se trouve rue de Stockholm, donc juste à côté de la rue d'Athènes. Voilà. Du coup, l'idée de ce workshop, la genèse de ce workshop, c'est quelque chose que j'ai créé il y a, je pense, 3 ans maintenant. La première fois que je l'ai fait, c'était à Neoma, c'était auprès d'étudiants. Parce que je me suis rendu compte que quand on veut lancer des projets ou tout simplement quand on veut aller faire un stage dans une startup, ce qu'on apprend en école, peu importe l'école, c'est pas ce qu'attendent les entreprises et c'est pas ce qu'attend aujourd'hui la vitesse, enfin, c'est pas ce qu'attend aujourd'hui le marché quand vous lancez une entreprise. Aujourd'hui, moi, j'étais le premier à tomber
dans cette erreur, le fait de dire que quand on lance sa boîte, il nous faut absolument un développeur. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Vous avez sûrement déjà entendu ou assisté à des workshops qui parlent de low code, de no code, etc. Et du coup, je vais vous présenter quelques outils. Mais en fait, surtout, je vais vous présenter comment nous, chez Founders Factory, on a une méthodologie qui fait que on arrive à sortir des MVP ultra rapidement et plutôt que de lancer des formulaires où vos grands-parents, vos parents, vos amis vont répondre et du coup ça va être totalement biaisé. Je vais vous montrer des petites techniques qui vous permettent tout de suite d'aller vers votre cible et d'avoir des résultats qui sont super intéressants, aussi bien en B2C qu'en B2B. Ok? Donc du coup, l'avant-propos, c'est par rapport à ce constat de base de se dire que la plupart d'entre vous, si vous êtes incubé à Neoma, c'est que vous êtes passé par Neoma et du coup, vous avez un profil business. Vous ne savez pas forcément coder. Du coup, vous avez l'option d'attendre d'avoir 10-15 000 euros pour aller vous payer un cabinet ou un freelance qui va vous développer votre premier MVP. Vous savez même pas si cette première version, elle va être aux attentes du marché. Et du coup, je vais vous montrer quelques outils super intéressants. Mais déjà, la base, et ça, je parle vraiment de toutes les erreurs que j'ai faites, c'est la partie prototypage. Donc, moi, ce que je faisais sur les prototypes, c'est que j'allais sur PowerPoint et je créais des écrans d'iPhone ou des écrans de site internet, des écrans qui n'étaient pas du tout exploitables après quand je les envoyais à des développeurs. Et c'était un casse-tête. Et du coup, si j'avais eu le réflexe d'utiliser un outil comme Figma dès le début, ça aurait été beaucoup plus facile pour développer ensuite un produit ou un service. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez déjà Figma, mais juste un petit tips. Donc Figma, c'est un outil qui est pour les designers, mais qui est utilisable par tout le monde. Surtout, vous avez des templates Google, vous mettez free templates 2019 ou 2020 Figma et vous allez avoir des super beaux écrans qui sont gratuits, qui sont faits par des designers qui sont open source. Ça vous permet d'avoir une base solide sur vos premiers mock-ups. Et du coup, en fait, quand vous allez avoir des mock-ups qui vont être exploitables par des développeurs ou des designers ensuite. Et du coup, vous n'allez pas partir sur de mauvaises bases. Donc voilà. Je vous ai mis deux autres outils qui sont comme Artiline et Wizard qui vous permettent en fait de dessiner sur une feuille des mock-ups d'applications et vous les prenez en photo et ensuite après, ça va vous transformer ça en mock-up. C'est super bien fait. Vous pouvez aller voir, c'est Wizard et Artiline. C'est vrai que c'est pas, enfin, c'est plus gadget qu'autre chose, mais vraiment la base de la base, c'est d'utiliser un outil comme Figma. Le premier réflexe, c'est de se dire, OK, allez, c'est parti. On met tout à plat sur Figma. On utilise des templates déjà faits, etc. Parce que de toute manière, en fait, aujourd'hui, les applications, elles sont faites d'une manière parce que elles sont faites pour le consommateur. Et en général, on a à peu près tous les mêmes réflexes de consommateurs. Et du coup, ça sert à rien de recréer from scratch un visuel d'application. Il vaut mieux reprendre le visuel de l'application Airbnb qui fonctionne très, très bien, qui est rentré dans les mœurs et de l'adapter pour son concept. Ça, c'est quelque chose, nous, on se pose pas les questions là-dessus, on le fait directement. Ensuite, ça, c'est vraiment notre chouchou. Card, ça vous permet. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Yes. Donc, Card, ça vous permet de faire des landing pages en à peu près 2-3 heures maximum, voire même plus rapidement. Nous, c'est notre chouchou parce qu'on l'utilise quand on veut tester de nouvelles cibles, quand on veut tester de nouvelles idées ou de nouvelles propositions de valeur. Plutôt que de modifier une proposition, enfin une landing page qu'on a déjà faite, on va en créer une nouvelle et une nouvelle et une nouvelle juste pour tester des personas. Et c'est un peu, ça coûte 9 $ par an et je peux vous filer un code qui vous permet de l'avoir à 30% de réduction. Mais 9 $ par an, c'est vraiment peanut. Donc voilà. Je vais vous montrer des exemples de landing page qu'on a fait à partir de Card qui font très pro. Donc notamment, on voulait tester une assurance pour vélo. Parce que les vélos, c'est 300 000 vélos qui sont volés chaque année rien que sur Paris, je crois. C'est assez impressionnant comme chiffre. Et du coup, on voulait lancer une assurance vélo. Et donc, ce qu'on s'est dit, allez hop, on va créer une fausse boîte et on va tester une persona. Donc là, on s'est dit, allez, c'est parti. On va tester quelque chose de de très générique. Donc là, on avait ciblé à peu près, là aujourd'hui, on avait ciblé tout le monde sur ça. Donc assurance simple, pas cher. Hop, avec un petit call to action pour calculer mon prix. Et en fait, vous allez laisser votre email et du coup, on va vous envoyer un devis et hop, on va récupérer votre email. Ensuite, Caracas, c'est de l'épargne pour de la pré-retraite. Ça, c'est un produit sur lequel on est en train de réfléchir en ce moment. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est des designs qui sont plutôt beaux, qui sont plutôt au goût du jour. On les a fait à peu près 2h30, 3 heures sur Card. Et ça permet du coup de pouvoir lancer des choses assez vite.
Donc voilà, donc typiquement, ça c'est des exemples. Hop, je reviens dessus. Du coup, juste un petit reminder, ça vous le savez peut-être déjà, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Comment on fait une landing? On commence avec ce qu'on appelle le hero header, avec la proposition de valeur très claire. Donc là, l'assurance simple, pas chère, qui protège vraiment votre vélo. Donc là, on parle d'une assurance, on met en avant le fait qu'elle soit pas chère, qu'elle protège ton vélo, avec directement un premier call to action. Ensuite, comment ça marche, avec trois points clés sur comment ça fonctionne. Et ensuite, on a ce qui est très intéressant, et ça, on le voit très peu encore sur des sites, mais c'est vraiment une des conditions, enfin, qui est quelque chose de nécessaire à mettre en place, c'est une ligne de flottaison qui va donner envie à la personne d'en savoir plus. Oups. Qui va donner envie à la personne d'en savoir plus. Et là, ensuite, après, vous allez donner les fonctionnalités détaillées, des témoignages. En général, ils sont faux parce que vous lancez une landing page avec un nouveau produit et vous rappelez encore votre call to action. En général, vous devez avoir un call to action à peu près 3 call to action sur une landing page, entre 3 et 4. N'hésitez pas à les rappeler parce que l'utilisateur est toujours feignant et du coup, c'est toujours important de le remettre. Voilà. Sur les call to action, quelque chose qui est important, c'est qu'un call to action du style démo, même demander une démo, nous on trouve ça maintenant un peu trop dépassé. Le bon plan, par exemple, si vous lancez une application de resto, c'est d'avoir un call to action qui va être recevez chaque semaine les bons plans resto dans votre quartier, plutôt que de dire m'inscrire pour le lancement de l'application. Vous voyez? Et du coup, je vous incite vraiment, même quand vous n'avez pas de produit, même quand vous n'avez pas d'application ni rien d'opérationnel, d'engager une relation de confiance avec vos premiers utilisateurs en faisant quelque chose de totalement manuel. Et typiquement, bah, nous, ce qu'on fait, par exemple, sur un outil comme Caracas, qui est un produit d'assurance pré-retraite, et bah, ce qu'on va aller faire, c'est que on va envoyer chaque semaine des conseils pour gérer ses placements avant la retraite. Voilà. De dire, ah, tiens, ça peut être intéressant, etc., etc. Vous voyez, c'est essayer de penser à la valeur que vous pouvez délivrer de manière manuelle avant d'automatiser le tout sur votre produit final. Okay. Et ça, c'est quelque chose de super valuable pour votre consommateur. Ensuite, pour ceux qui veulent se lancer sur des applications, etc., moi, il y a une application que j'adore et je pense que François vous en a déjà parlé. Attends, Quentin, excuse-moi, j'ai juste une petite question par rapport à ce que tu viens de dire sur les restos. Ouais. Et par contre, je peux comprendre effectivement l'intérêt de dire recevez les meilleurs plans, mais si ton appli, elle ne sort que dans 6 mois, c'est un peu prendre les mecs pour des cons, de ne pas leur écrire, en tout cas de les faire patienter pendant 6 mois pour qu'il y ait vraiment ta valeur ajoutée qui arrive. Comment tu fais dans ce cas-là? Non, mais en fait, ce que tu fais, c'est que de toute manière, considère que tes premiers utilisateurs, ce seront tes ambassadeurs. Ce sont des personnes qui vont accepter. C'est la même chose que sur Ulule. Tu sais, quand sur une plateforme de financement participatif, tu fais quelque chose et que tu as 6 mois de retard, etc., etc. Et du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que tu leur fournis un pré-produit qui va être leur donner des bons plans, etc., etc., leur envoyer des petits guides, des livres blancs, des articles de blog, etc. Et ensuite, après, dans ta newsletter mensuelle, tu vas leur donner des nouvelles de l'entreprise en leur disant aujourd'hui, on en est là, ça va encore prendre du temps, etc., etc. Mais en attendant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as besoin de valider un marché, tu as besoin de le confronter au maximum. Et du coup, si tu n'entretiens pas de contact récurrent avec ton utilisateur, et ben ça fait que entre le moment où tu as eu ton lead et le moment où tu vas réellement l'activer, tu l'auras perdu. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé énormément de fois. Le fait de choper un lead en février et de sortir quelque chose en novembre, le mec, il se souvient même plus qu'il avait laissé mon adresse mail sur le site. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors que si tu vois, tu jalonnes ta relation avec la personne, avec cette personne-là, en lui disant que toutes les 3 semaines, toutes les semaines, tous les mois, tu vas lui envoyer des bons plans, tu vas lui envoyer un petit guide, etc., etc. En fait, cette personne, elle va se souvenir de toi. Et du coup, le jour où tu vas te lancer, déjà, elle le saura parce que tu lui auras dit, écoute, dans 1 mois, on va se lancer. Est-ce que tu veux faire partie des bêta utilisateurs? Et bah, tu vois, il se souviendra de toi. Et ça, vraiment, je vous incite à le faire. Et même si tu peux l'appeler, si tu peux, enfin, tu vois, c'est super important, vraiment d'être au plus proche. Parce que du coup, c'est super d'avoir des bases de données de 1500, 3000 personnes, etc. Mais si elles sont pas entretenues,
si le contact n'est pas entretenu, ça ne sert plus à rien. Ouais. Mais c'est hyper chronophage. Hein. Ah, c'est super chronophage, mais c'est vraiment le seul moyen. Parce qu'en fait, tu vois, en envoyant des guides à tes utilisateurs, ils vont te répondre ou alors ils vont l'ouvrir. Tu vas pouvoir mettre des petits trackers dans tes guides. Et tu vois, si tu vois que bah, typiquement, tu fais le guide des vins, le guide des vins rouges et que tu te rends compte qu'en fait, toute ton audience, il déteste le vin rouge, et bah, du coup, peut-être sur ton application, tu vas pouvoir mettre un peu plus d'effort sur le vin blanc et le rosé, tu vois. Ou alors mettre en première page, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, tu vois, en mettant plein de petits trackers dans tout ce que tu fais de manière manuelle, tes emails, etc., tes landing pages, ça va te permettre de pouvoir affiner ton produit final. Je vois. Et typiquement, qu'est-ce qu'il y a? C'est à mon sens un très bon conseil et c'est surtout valable pour n'importe quel business, que ce soit du prototypage ou même du développement de communauté. C'est important de traquer tout ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Bon, tant qu'il arrive, ouais. Pour moi, ça, c'est un conseil qui est valable pour n'importe qui. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, du coup, Sylvain, de ce Carrément, mais nous, on l'a fait au début et on a mis plus d'1 an à avancer sur le dev et compagnie. Et au bout d'un moment, ça me saoulait d'envoyer un email tous les mois pour dire aux mecs on avance comme on peut, c'est long, patientez. Je pense nous, on a commencé trop tôt cette démarche-là et effectivement, il faut avoir une bonne visibilité sur quand est-ce qu'on va vraiment sortir et faire un rétro-planning, de dire je commence vraiment, mais en même temps, on a tellement envie d'aller tester le marché avant et de se rassurer sur le fait que je pense qu'il faut le faire. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que on est deux ou on est trois, quand il faut enchaîner du marketing, de la com, du contenu, plus le dev, plus tout le reste. Et moi, typiquement chez Sergi, la chose dont on a abandonné quand il fallait faire des priorités sur le timing, c'était ça. Quoi. Ouais. Moi aussi. Charles David, toi qui es en pleine construction de produits en ce moment, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Écoute, non, vous m'entendez? Ouais. Non, je trouve que c'est pas mal. Au début, je pensais que ça s'appliquait plus pour du B2C. Et en fait, non, je me rends compte que effectivement, c'est du B2B. Là, typiquement, moi, j'ai trouvé 3 fournisseurs. Effectivement, mon produit va pas sortir demain, mais je pense que dans un mois ou dans un mois et demi, c'est bien de leur renvoyer un petit quelque chose pour toujours leur rappeler que j'existe et qu'on fera bientôt affaire ensemble. Tu vois, sur du B2B, ce qui marche très bien, ça peut paraître vieux jeu, mais nous, on voit des taux d'ouverture et d'engagement qui sont énormes. C'est les livres blancs. Les livres blancs, ça marche super bien parce qu'en fait, tu envoies du contenu à tes professionnels et du coup, les professionnels sont demandeurs de contenu, d'informations, de ressources dont ils peuvent se servir après. Et ça marche très, très bien. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un livre blanc ? Un livre blanc, c'est tout simplement un guide PDF d'une 30aine de pages sur un sujet. Et du coup, tu vois, je ne sais pas dans quel secteur tu opères, mais tu vas dire, tu vas lancer un livre blanc, les bonnes pratiques du SEO en 2020, tu vois. Tu vas lui lancer ça et tu vas lui dire, tu vas envoyer à tous tes fournisseurs ce petit guide que tu auras fait. Et du coup, ils seront super contents, ils l'auront ouvert, ils te diront merci, etc., etc. Super, merci beaucoup. Ah non, c'est bien. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, allez, on continue. Voilà, sinon, du coup, je parlais de Glide, que vous connaissez déjà peut-être, mais qui vous permet de construire un premier MVP d'une application, juste avec comme back-end un Google Spreadsheet. Ça, c'est assez magique. Je vous en donnerai après des glides qui référencent tous les outils dont j'ai parlé. Et du coup, c'est gratuit avec pas mal d'utilisation, vous pouvez faire pas mal de choses sur le temps gratuit. Sinon, c'est $29 par mois. Et vous pouvez même lancer un e-commerce maintenant dessus. Il y a la géolocalisation. Vous pouvez vous connecter avec Google, le sign-in avec Google. Il y a des modules Stripe. Enfin, vraiment, les intégrations sont juste dingues. Vous pouvez faire des conditions maintenant. If this, then, voilà, c'est vraiment super. Vous regarderez. Et là, typiquement, ça, c'est un exemple. Ça, tout ce qui a été fait derrière, c'est juste du Google Spreadsheet, donc du Excel. Et il n'y a rien de compliqué.
Rien de compliqué. Je pourrais vous le montrer éventuellement après. Donc là, c'est quelqu'un qui a fait un exemple d'un café, d'un référencement des cafés à San Francisco. Voilà. Et c'est super bien fait. Vous pouvez même mettre du chat. Franchement, c'est canon. Voilà. Et ensuite, les deux derniers, que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais si vous commencez à vous lancer dans un premier MVP fonctionnel, etc., je vous conseille d'utiliser Bubble. Bubble, c'est assez complexe, mais honnêtement, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez sortir des premières plateformes web applications, donc bubble.io. Et sinon, il y a Webflow, qui, franchement, d'un point de vue intégration et d'un point de vue ressources, c'est vraiment génial. Disons que Webflow, c'est un CMS++. Ça va être beaucoup plus complet qu'un WordPress. Ça va être beaucoup plus simple d'utilisation. Là, moi, en ce moment, je suis en train j'ai dégagé un peu de temps. Je suis en train j'essaye de lancer des petits side projects, de nouveaux petits side projects, et je me forme sur Webflow et Bubble. Donc voilà. Et honnêtement, là, je suis plus sur Webflow en ce moment. Après, c'est pas du tout les mêmes utilisations. Webflow, ça va plus être sur du e-commerce, sur du site vitrine, alors que Bubble, ça va être sur vraiment de l'application, quoi. Donc voilà, je vous incite à aller voir ça. Et du coup, c'est peut-être dans un deuxième temps. Voilà. Et ça, pour vous donner un petit exemple de quelque chose de très très simple que vous pouvez mettre en place juste après, c'est un workflow qui est vraiment super simple d'utilisation. C'est que du tout à l'heure, on parlait de Card. Donc là, vous allez lancer votre landing page sur Card avec votre value prop, votre call to action qui va être un formulaire de préinscription. Vous allez mettre un call to action qui va vraiment être engageant pour votre utilisateur. Du coup, ensuite, Card, vous pouvez le connecter avec Zapier ou Integromat. Donc, donc Zapier, c'est ce qui vous permet d'automatiser des tâches. Donc, du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui va mettre son email sur votre landing page, ça va envoyer dans Zapier un webhook qui, du coup, va être votre adresse email, l'adresse email que vous avez récupérée. Ensuite, vous allez le connecter avec soit Gmail ou Sendinblue. Si vous pouvez, après, vous pouvez le faire aussi avec MailChimp, qui va directement envoyer un petit email de bienvenue. Merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes. Sous 24 heures, tu recevras tes recommandations des meilleurs bons plans de resto dans ton arrondissement. Comme ça, ça montre, comme ça, la personne, elle se dit, OK, est-ce que mon mail est bien passé, etc. Oui, puisqu'elle a reçu un premier email. Ensuite, vous vous engagez de manière manuelle, sous les 48 prochaines heures, à lui envoyer un petit ce qu'elle a demandé. Et ensuite, après, vous pouvez aussi faire un connecteur dans Airtable. Donc Airtable qui est ultra complet, qui vous permet d'avoir des bases de données super clean, etc., etc. Et beaucoup de connecteurs aussi derrière. Et du coup, sur Airtable, vous pouvez stocker les informations et lancer toute une pipeline commerciale, par exemple. Et je reviendrai dessus sur la pipeline commerciale juste après. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à partir de Card, qui est super simple, vous le connectez à Zapier. Zapier, vous avez 5 zaps gratuits par mois. Et sinon, après, c'est un peu cher, mais vous pouvez utiliser un outil comme Integromat qui est le même fonctionnement. Et du coup, à partir de ça, vous allez pouvoir commencer à automatiser des petites tâches. Du coup, par exemple, sur Sergi, tu disais que c'était super chronophage. Sylvain, tu disais que c'était super chronophage. Et bien, peut-être que du coup, avec Zapier, tu peux commencer à automatiser certaines tâches. Ouais, clair. Ouais. Mais après, c'est le côté, quand tu t'engages sous 48 heures à faire, c'est ça effectivement qui est compliqué, quoi. Exactement. Mais peut-être que tu vois, au fur et à mesure, au bout d'une trentaine de personnes, tu commences à avoir des patterns, des patterns qui sont tout le temps les mêmes. Exactement. Et du coup, du coup, comme ça, après, tu vois, en utilisant, je parlerai d'une solution qui s'appelle Mixmax. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je reviendrai dessus après. Tu vois, tu vas pouvoir automatiser certaines choses en plus. Voilà. Ensuite, quelque chose d'intéressant, le nerf de la guerre. On a notre premier MVP. On va pouvoir aller le tester. Et du coup, maintenant, il faut aller chercher nos premiers clients. Et on a tous ce moment où on se lance, où on fait notre premier post Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et il y a vos grands-parents, vos parents, vos amis qui s'inscrivent, mais c'est tout. Et là, il faut aller chercher plus de gens. Et du coup, je vais traiter ce sujet sous deux formes, B2C, B2B. Sur du B2C, déjà, c'est super important. Ça, je le répète, je le rabâche. Mais excuse-moi. Oui. Est-ce que tu penses qu'on pourra avoir le support que tu as ou pas? Ouais, bien sûr, je vais vous envoyer le support plus les ressources que j'ai créées derrière pour vous. Super, très sympa, merci beaucoup.
Ouais, du coup, commencer par qui? Là, en fait, c'est la définition des personas. Du coup, on va aller créer des personas. Donc, nous, ce qu'on fait chez Finance Factory, c'est qu'en général, on va créer 5 à 6 personas. Donc, des personas, ça va être Jean, 40 ans, commercial, nanana, 3 enfants, etc. Vie, rive gauche à Paris. Vous allez vraiment aller loin, créer des personas qui sont ultra détaillés. Parce que du coup, ces personas, elles vont pas servir à rien. Ces personas, ça va vous permettre ensuite de pouvoir paramétrer vos premières campagnes de test sur vos canaux marketing. OK? Parce que du coup, si vous vous dites, allez, c'est parti, j'envoie à tous les étudiants d'école de commerce, bah alors là, vous allez avoir des résultats, des coûts d'acquis, des coûts par clic qui vont être juste énormes, qui vont rien, qui ne vont pas refléter la réalité. Et du coup, honnêtement, vous allez perdre entre 50 et 100 euros sur ce que vous avez fait. Et ensuite, à partir aussi de ces personas, vous allez pouvoir commencer à créer des messages. Et du coup, je vais vous donner un exemple de nous ce qu'on fait. Un setup basique d'une première campagne où vous allez y mettre allez, 50 euros ou 100 euros. Du coup, comment je vais commencer? Une fois que j'ai ma persona. Là, par exemple, je reprends l'exemple de l'assurance vélo. Là, vous voyez, par rapport à la landing que je vous ai montré tout à l'heure, on en a créé une nouvelle, là, pour une cible 24-45 qui habite en Ile-de-France et qui est passionné de cyclisme. Du coup, je vais aller définir ma première audience sur Facebook. Puisque je me dis, tiens, les 24-45 qui ont liké le Tour de France ou Decathlon, etc. sur Facebook, je vais aller les targeter. Ensuite, je vais sur Canva. Hop, je fais un petit visu. Je fais un petit visu avec une roue. Je vais chercher sur Google Images une roue de vélo qui est attachée. Il manque le vélo. Et hop, je vais créer une petite campagne, un petit visu, pardon. Ensuite, à partir de ça, hop, je vais mettre un call to action qui va être Austin, l'assurance connectée, en savoir plus. Parce que sur Facebook, vous pouvez pas mettre tous les call to action que vous voulez. Vous avez le bouton en savoir plus, acheter, etc. Et là, par exemple, le acheter pour une assurance, c'est pas relevant. Du coup, c'est pas pertinent, pardon. Du coup, je vais cliquer sur en savoir plus. Hop, j'arrive sur ma landing page. J'arrive, si j'ai bien appliqué ma ligne de flottaison et toutes les best practices pour une bonne landing page, je vais avoir l'assurance smart pas cher et qui géolocalise ton vélo. Là, géolocalise, on va être sur des trucs un peu technologiques. On va avoir le dessin d'une personne avec une casquette à l'envers. Du coup, on va tester un public assez jeune. Et hop, ensuite, après, je vais traquer les résultats de ma campagne. Je vais pouvoir aller voir via Google Analytics le nombre de personnes qui sont allées sur mon site, etc. Et je vais aussi pouvoir voir sur Facebook le nombre d'impressions et mon coût par résultat. Et donc, par exemple, en fait, à partir de cette première campagne, je peux déjà avoir une première intuition, un premier résultat en me disant, est-ce que mon produit peut être rentable? Typiquement, si je vends une assurance vélo à 4,99 € par mois et que mon coût par résultat est de 15 euros, on parle d'un coût par résultat sur Facebook et pas d'un lead, d'un coût par lead, c'est-à-dire quelqu'un qui va laisser son email, parce que là, bien sûr, ça va augmenter. Mais du coup, là, par exemple, déjà, mon coût par prospect sur Facebook, il est déjà très faible. Et du coup, je suis rentable. Ensuite, après, il faut que je vois le nombre de personnes par rapport au nombre d'impressions et au nombre de prospects que j'ai générés sur Facebook, le nombre de personnes qui ont ensuite mis après leur email. Et à partir de ça, je vais pouvoir recalculer mon coût par prospect. Et vous voyez là, juste avec un workflow qui est très simple, qui est accessible pour tous, je peux réussir déjà à savoir si ma solution, elle a un marché. Et typiquement, ça, moi, je vous conseille, abandonnez les Google Forms, abandonnez les Typeforms, arrêtez de lancer des questionnaires en ligne et faites des tests. Et du coup, typiquement, nous, parfois, on va très, très loin. Là, l'autre fois, on a testé un site de e-commerce. Et ben, on avait lancé tout un e-commerce et où tu pouvais mettre dans ton panier, tu pouvais mettre tes informations de paiement. Et c'est au moment de la transaction qu'on envoyait un message à la personne en lui disant, désolé, c'est pas encore prêt, mais reviens bientôt. Vous voyez, parce que comme ça, en fait, plus vous allez loin dans le moment où vous interrompez la transaction parce que vous n'êtes pas prêt, bah, plus vous allez pouvoir avoir des insights pertinents sur votre marché. Et du coup, là, moi, par exemple, sur l'assurance smart pas cher, là, je vais avoir quelqu'un qui va vouloir calculer le prix de son assurance en fonction de si elle a un vélo Van Moof ou un vélo Decathlon. Cette personne-là, elle va pouvoir je vais pouvoir lui envoyer un premier devis et ensuite, après, de manière manuelle, je vais lui répondre, bah, tiens, ça te reviendra à 24 € par mois. Elle va me dire, désolé, c'est trop cher. Et là, du coup, je vais pouvoir me dire, OK, bon, bah, c'est trop cher, il faut que je teste autre chose. Voilà.
Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est, vous savez, ce dicton du fake it until you make it. Là, quand vous avez rien, je vous conseille vraiment d'adopter cette stratégie. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il faut quand même que vous ayez une roadmap précise en disant, OK, j'ai ce lead, il est un peu déçu parce qu'il n'a pas pu assurer son vélo aujourd'hui. Mais du coup, si mon développement, il me prend 4 mois, et ben, il faut que pendant les 4 prochains mois, je lui vende du rêve. Voilà. Donc ensuite, après, sur la partie tracking, donc ça c'est vraiment super important. C'est ce qui va vous permettre de voir en fait tout simplement si vous avez un marché. Si vous avez un marché, parce que c'est bien de mettre des budgets, etc. Mais derrière, il faut traquer. Du coup, votre setup minimal, vous commencez, une fois que vous avez votre site internet, vous avez commencé à optimiser un peu votre SEO avec vos balises, etc. Vous mettez en place GTM, Google Tag Manager. Ensuite, vous allez après sur Google Analytics. Vous pouvez mettre des pixels sur Facebook, sur Google, etc. qui vont vous permettre de pouvoir créer de nouvelles audiences. Donc là, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle PixelMe. PixelMe, nous, on l'utilise et typiquement, tous les liens qui sortent de Founders Factory, ce sont des liens qui sont foundersfactory.paris. Ce sont des liens qui contiennent des pixels et ce qui fait que toutes les personnes qui auront eu une interaction, qui auront cliqué sur un lien foundersfactory.paris, demain, quand on va lancer des campagnes sur LinkedIn, etc., ce sera des personnes qui, du coup, verront nos publicités directement. Donc, vous pourrez aller sur PixelMe. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur le setup de toute cette partie-là, moi, je suis pas un grand expert sur cette partie-là, mais par contre, on a Hugo, qui est notre Head of Growth, qui est très, très bon là-dessus et qui pourra soit venir à l'incubateur Neoma ou vous faire un petit workshop sur toute la partie référencement et acquisition pure online. Ça, on peut organiser ça après. On pourra organiser ça, François. Ouais, avec grand plaisir, on pourra faire ça. Voilà. Et du coup, il pourra vous expliquer vraiment tout ce workflow sur l'implémentation de Google Analytics, les objectifs et les UTM. De toute manière, je vais vous envoyer tout ça après. Mais voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Sur la partie B2B, c'est la même chose. Mais là, du coup, plutôt que de dire on va aller cibler gens 40 ans, 3 enfants, on va plutôt aller chercher des titres de poste, les secteurs dans lesquels ils travaillent et ses besoins. Et du coup, après, on va pouvoir lancer. Là, honnêtement, LinkedIn, c'est le best du best pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire des campagnes, si vous avez des best practices, on pourra en parler juste après. Moi, je vais vous donner un petit peu toutes les best practices qu'on a et qu'on utilise tous les jours chez Founders Factory pour nos boîtes. Mais typiquement, le fonctionnement, qui, où, comment, c'est là exactement ce qu'il faut, la démarche qu'il faut avoir. Et du coup, nous, on découpe ça en 3 phases. L'identification, avec des outils comme Phantom Buster, Lucha, Casper, Hunter, notamment. Ensuite, la partie contact, puisqu'on les contacte surtout pas de manière manuelle, ça prend beaucoup trop de temps. Sur la partie contact, donc du coup, là, on va utiliser des outils comme DuckSoup, Phantom Buster encore, la grosse machine, même si c'est très cher quand on débute. Et ensuite, après, on va engager toute la partie sales process via Mail Meteor, notamment, qui est mon chouchou, ou sinon des HubSpot, des Pipedrive que vous connaissez déjà peut-être très bien. Du coup, la première partie, la base de la base, c'est, je vous conseille, sur un setup classique pour tester les premières campagnes, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez une page, un Google Spreadsheet. Vous téléchargez Chrome et vous ouvrez un Google Spreadsheet. Et dans ce Google Spreadsheet, vous téléchargez 2 add-ons. Donc, ce sont des extensions. Donc, typiquement, attendez, je vais vous montrer. Mail. Attendez, je cherche un document. Hop. Vous voyez mon écran là, ouais, c'est bon? Yes. Ok. Donc là, voilà, vraiment la base, ce que vous faites, c'est que hop, vous partez sur une feuille blanche. Ensuite, vous faites votre première nom, prénom, entreprise, hop, site internet, email, ok. Et ensuite, à partir de ça, vous allez télécharger votre premier add-on
vous mettez get add-on. Et le premier qu'il vous faut, c'est Hunter for Sheets. Donc, c'est hunter.io, vous connaissez peut-être, qui vous permet de pouvoir avoir des adresses email. Donc, hunter.io. Hop. Vous le connaissez déjà sûrement. Mais là, du coup, là, vous pouvez les chercher une par une. Alors que là, grâce à ça, eh ben, vous pouvez en fait industrialiser toute cette partie. Donc là, hop, Hunter for Sheets, je l'ouvre. En gros, ce qui est super, c'est que là, donc là, vous voyez ici, Email Finder, je lui dis que la colonne de mes prénoms, c'est la colonne A, la colonne de mes noms, c'est la colonne B, la colonne du site internet, c'est la colonne C, la colonne de la compagnie, de l'entreprise, c'est la colonne D. Et à partir de ça, je mets find email address et il va me trouver automatiquement toutes les adresses email. OK? Mais du coup, vous allez me dire que c'est vrai que si imaginons, j'ai 400 personnes, il faut que je trouve leur nom, prénom, entreprise, site, ça va être super compliqué. Et du coup, grâce à Phantom Buster, vous pouvez déjà automatiser tout ça. Vous pouvez y automatiser. Vous avez une recherche de résultats sur LinkedIn. Je mets Startup Manager. Hop. Je vais dans Personne. Et à partir de ça, là, j'ai 782 000 résultats, donc ça, c'est pas bon du tout. Je vous en reparlerai juste après. Et à partir de ça, et ben, en fait, ce que Phantom Buster va vous faire, il va vous extraire le nom, le prénom, l'entreprise dans laquelle il travaille et son site internet. Et même, il y a une extension il y a un zap sur Phantom Buster qui vous permet même de trouver l'adresse mail perso avec laquelle la personne s'est enregistrée sur LinkedIn et son adresse mail pro. Donc vraiment, vous allez voir, avec Phantom Buster, c'est vraiment canon. Mais du coup, déjà, vous commencez comme ça. Et ensuite, après, dès que vous avez une petite... vous voyez, par exemple, moi, là, j'avais juste besoin de prénom et nom. Et ben, à partir de ça, votre deuxième add-on, qui est vraiment votre setup minimal, c'est Mail Meteor. Mail Meteor, c'est quelque chose de gratuit. Vous pouvez envoyer 100 emails gratuits par jour. Et du coup, bah, là, ce que je fais, c'est que je choisis un template. Je peux en créer des nouveaux, je peux les manage. Et là, vous voyez, par exemple, c'est un template tout simple. Hello, etc. Donc là, j'avais même pas mis de nom, mais par exemple, là, si je prends ici, non, pas celui-là. Si je prends ici, là, par exemple, j'ai pu mettre prénom, etc. Vous pouvez mettre plein de conditions. Et du coup, les conditions, elles seront en fonction de vos colonnes. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, je vais envoyer des campagnes. Je peux mettre même un preview de mon email. Il va me sortir « Hello Juliette, j'espère que tu vas bien. » Non, etc. Et du coup, ça vous permet d'envoyer des emails. Et là, par exemple, et ce qui est génial sur Mail Meteor, c'est que j'ai un tracking report. Et donc là, je regarde mon tracking report. Donc là, je vois que j'ai un taux d'ouverture de 86%, j'ai un taux de clic de 37% qui est plutôt bon. Après, je suis sur des petits volumes. Mais voilà, ça vous permet du coup d'avoir vos premières campagnes qui vont pouvoir être envoyées automatiquement. OK ? Si je reviens là-dessus. La deuxième chose, c'est que si vous n'utilisez pas Mail Meteor, moi je vous conseille d'utiliser ou même si vous utilisez Mail Meteor, je vous conseille d'utiliser quand même Email Tracker, qui est une extension Chrome, qui vous permet de savoir l'ouverture en temps réel de vos emails et même le clic. Et du coup, c'est vraiment génial parce que quand vous voyez que des personnes ouvrent beaucoup votre email, ça veut dire que c'est potentiellement des leads, des prospects très chauds. Et du coup, si les personnes ouvrent beaucoup l'email, bah, si vous avez leur numéro de téléphone, et ben n'hésitez pas à leur passer un coup de fil au moment où ils ouvrent l'email. Et vous commencez, bonjour, je vous ai envoyé un email, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'ouvrir. Et là, typiquement, la réponse classique, c'est bah, justement, je suis dessus. Et là, du coup, vous prenez la suite et vous engagez le truc. Et si vous cherchez le numéro d'un prospect, vous pouvez utiliser Lusha ou Casper. Et je vous conseille d'utiliser les deux parce que vous avez 5 crédits gratuits par mois sur Lusha et 5 crédits gratuits par mois sur Casper. Et en gros, à partir d'un profil LinkedIn, ça vous permet, ça c'est un peu les fins fonds de l'Internet, mais ça vous permet, il vous trouve dans 90% des cas le numéro de téléphone de votre prospect. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Tout ça, c'est la plupart de ces outils, ils sont tous gratuits ou ils ont une version gratuite et je vous conseille de l'utiliser. Ensuite, pour vos emails de relance, ça, c'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais qui fonctionnent super bien. C'est que
Moi, parfois, quand j'envoie des petites campagnes d'email, en général, mon deuxième ou troisième email ou un email de relance, ce que je fais, c'est que dans ma séquence d'email, à la fin, plutôt que de mettre ma signature classique, je mets juste envoyer depuis mon iPhone. Comme ça, on a l'impression que j'étais dans le métro en train d'écrire un mail à cette personne, alors qu'en fait, non, elle est juste victime d'une grosse campagne d'emailing. Et ça, honnêtement, les taux d'ouverture et les taux de réponse sont beaucoup plus importants. Un autre tips, c'est d'oublier une majuscule ou un point. Parce que du coup, ça fait le mail qui est pas parfait et qui voilà, bah, même chose. Ah, bah, j'étais dans le métro en train de t'envoyer un email sur mon téléphone. Oui, j'ai oublié une majuscule ou un point, mais c'est pas grave. En fait, ça fait très personnalisé. Voilà. Sur quelques règles sur LinkedIn, bah, vous voyez, du coup, tout à l'heure, quand j'ai fait une recherche sur LinkedIn, j'avais 782 000 résultats. Et ça, en général, quand vous allez utiliser Phantom Buster ou Docsoup, avoir autant de résultats, franchement, honnêtement, c'est pas bon parce que du coup, vous allez forcément avoir des gens qui sont pas dans votre cible. Et du coup, je vous conseille d'utiliser des critères de recherche booléens. Donc ça, c'est un super, enfin c'est un gros nom, mais c'est quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, entre chaque mot, vous mettez des guillemets. Donc par exemple, vous allez mettre startup entre guillemets and manager, or director, or incubateur, not accélérateur, not studio, etc. Et du coup, vous allez pouvoir faire des recherches très très détaillées sur LinkedIn, sans avoir besoin à payer pour utiliser Sales Navigator. Et ça, honnêtement, vous allez pouvoir atterrir si vous ciblez bien votre persona, vous allez pouvoir atterrir à environ, je pense, 100-150 résultats, ce qui est très qualifié pour une première campagne. Typiquement, voici un exemple. Moi, quand j'étais sur Sauce Moutarde, on faisait des recherches sur LinkedIn de directeur de parc immobilier ou d'environnement de travail. On mettait directeur d'un parc immobilier ou environnement de travail. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites une recherche très détaillée sur LinkedIn, vous pouvez vous abonner à la recherche. Et toutes les semaines, vous allez recevoir un email de LinkedIn vous disant il y a 26 nouvelles personnes qui portent ce titre de poste. Et du coup, vous allez pouvoir avoir directement la liste des nouveaux résultats. Et vous allez pouvoir relancer un script de contact. Voilà. Un truc qui est super sous-évalué sur LinkedIn, sous-utilisé, mais vraiment qui marche très très bien, c'est la recherche de contenu. Quand vous faites de la recherche sur LinkedIn, je vous montre, vous pouvez cliquer sur contenu. Et quand vous cliquez sur contenu, et bah, vu que LinkedIn c'est un réseau social qui est ouvert, et bah, vous avez tous les posts qui contiennent les mots Startup Manager qui sont mis. Et du coup, grâce à ça, et ben, en fait, des campagnes, par exemple, là, vous voyez un post qui a très bien fonctionné, et ben, hop, vous pouvez le commenter en disant très intéressant comme post, justement, nous, on cherche à attaquer ce problème, etc. J'aimerais beaucoup échanger avec certains d'entre vous. Et là, du coup, vous avez les 42 personnes qui ont commenté qui vont voir machin a commenté telle chose. Et du coup, bah, forcément, vous allez vous faire connaître. Et donc ça, quand vous voulez aussi évangéliser un petit peu votre secteur, etc., je vous conseille de faire de la recherche de contenu. C'est vraiment, ça marche très, très bien. Alors, quelques règles aussi quand vous faites des posts sur LinkedIn. Ça, c'est quelques petites astuces, mais vraiment, aujourd'hui, tout le monde les utilise. Il faut continuer de les utiliser parce que ça va vous permettre de gagner en visibilité sur vos posts. Alors déjà, la première chose, c'est quand vous faites un post qui est assez long sur LinkedIn, résumez votre post en 3 lignes maximum pour commencer. Donc, vous allez mettre, typiquement, si vous faites un post sur le coworking, vous allez faire voici la liste ou voici mes résultats de recherche sur le coworking à Paris. Voilà. Et ensuite, après, les gens ils vont cliquer sur en savoir plus, sur afficher plus, pardon. Et du coup, ça va engager votre post. Et ça, c'est bon dans les algorithmes LinkedIn. Ensuite, vous pouvez vous créer un petit pod sur Alcapod, ALCAPOD. Vous devrez créer un Alcapod. Je vous montre ce que c'est. Alcapod, c'est ça, vous le voyez à droite. C'est qu'en fait, vous créez nous, on a un petit pod, juste Founders Factory Paris. On est 12 dessus. Et dès qu'il y a quelqu'un qui met un post, il le copie-colle ici. Et du coup, en fait, automatiquement, tous les gens qui appartiennent au pod, ça va automatiquement aller liker le post. Et du coup, c'est automatique. Et je vous déconseille d'intégrer des pods avec 500 personnes parce que c'est pas bon si vous avez un ratio commentaire-like qui est trop bizarre. Et ben, ça va être super compliqué. Ça va être mauvais pour les algorithmes LinkedIn. Par contre, si vous faites un pod à l'échelle de l'incubateur, vous allez être 30, 40. Et ben, du coup, automatiquement, vous allez aller liker les posts des uns, les posts des autres. Et du coup, ça va être bon pour les algorithmes LinkedIn. Voilà.
Et donc ça, c'est bon pour les algorithmes LinkedIn. Ensuite, ne mettez jamais de lien externe dans le contenu de votre post, parce que LinkedIn, c'est un réseau social. C'est un réseau social qui veut que vous restiez, le plus longtemps sur sa plateforme. Donc du coup, vous mettez les liens en premier commentaire, et plutôt que de mettre juste un post avec de l'écriture, je vous conseille de mettre une photo. C'est assez engageant. Mettez une photo avec vous, avec vos clients, etc. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus. Les résultats sont largement meilleurs. Les résultats d'engagement. Voilà. Non, tu m'aideras à le paramétrer, ça? Ouais, je t'aiderai carrément. On peut faire ça après, ça prend 2 minutes. Ça roule. Donc, oui. Tu conseilles un nombre maximum de combien de podeurs, on va dire? Vous êtes 12? Moi, je pense que éviter d'aller au-dessus de 100. En fait, le truc, c'est que si tu vois des publications où tu as 100 likes et tu as 0 commentaire, tu sens que c'est pas naturel. Par contre, si tu as 100 likes et 25 commentaires, et ben ouais, là, c'est super intéressant. Et ce qui est bien, sur Alcapod, vous pouvez aussi mettre, par exemple, là, tu vois, sur celui-là, si je vais dans les settings, je peux aussi mettre automatiquement commenter. Mais le truc, c'est que, tu vois, par exemple, si tu vas mettre des commentaires, tu vois, par exemple, là, si je mets, oh, super post, etc., alors qu'en fait, c'est pas du tout un post, mais c'est autre chose. Tu vois, parfois, je vois des commentaires sur LinkedIn, ça n'a rien à voir avec le contenu du message. Et tu vois que c'est des trucs du style Alcapod qui sont mal paramétrés. Donc, du coup, moi, je vous conseille d'avoir des pods de 35. En fait, servez-vous d'un pod comme un coup de pouce pour les 2-3 premières heures pour avoir de l'engagement sur votre publication. Mais il ne faut pas vous en servir pour essayer d'être la star de LinkedIn en ayant 400 likes. Parce que ça, tout de suite, je peux vous montrer des exemples. Hein. Ça se voit que c'est de la triche. Donc voilà. Mais c'est pour ça, faites grandir une petite communauté. Là, vous commencez avec 30 personnes sur l'incubateur. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un nouveau, vous mettez les fondateurs. Du coup, ça fait 40, 50, etc. Et vous allez voir qu'en fait, ça va prendre. Ok. Il y a l'équivalent pour Facebook et Twitter? Non, j'en ai pas. Ça, Après, si je vous en montrerai un après pour Instagram. Et peut-être qu'il faudrait que je cherche de lister peut-être la même chose pour Twitter. Mais en tout cas, Facebook, c'est super, super dur d'avoir des outils comme ça. Mais je vais vous montrer. Il faudrait essayer d'aller regarder sur Phantom Buster. Par exemple, sur Phantom Buster, vous pouvez faire de l'auto-follow sur Instagram, de l'auto-like sur Twitter. Et sur Facebook, il y a aussi quelques trucs. Il faudrait aller regarder. J'en ai jamais fait. Mais en tout cas, si vous voulez, on pourra refaire un truc sur Phantom Buster plus tard parce que ça vaut vraiment le coup. Et même, ils sont français, Phantom Buster. Ça vaudrait peut-être le coup, tu vois, qu'ils passent à l'incubateur pour vous faire les basiques de Phantom Buster. Parce que c'est vraiment, vraiment canon. Donc voilà. Je vais vous en montrer un après qui est gratuit sur Instagram, qui est vraiment puissant. Moi, je l'utilise pas mal. Attends, j'en étais où? Oui, et du coup, pour vous parler de DocSoup, c'est vraiment sympa. Ça vous permet de visiter des profils automatiquement, un petit peu comme Phantom Buster. Et c'est une solution qui coûte 13 $ par mois, c'est sans engagement. Et ça vous permet aussi de faire du visit and connect, donc d'envoyer des petits messages à des gens ciblés, etc. C'est vraiment super intéressant. Vous pouvez mettre un planificateur dans la version payante. Donc vous pouvez vous laisser la fenêtre ouverte et le robot, automatiquement, de telle heure à telle heure, il va aller se connecter avec des nouvelles personnes, etc., etc. C'est vraiment puissant. Moi, DocSoup, je l'ai pas mal utilisé pendant un moment, là, je l'utilise plus, mais ça marche vraiment très, très bien. Et du coup, Phantom Buster, vous avez les mêmes types d'actions possibles. Mais du coup, Phantom Buster, vous avez sur le plan gratuit, vous avez 10 minutes d'exécution par jour, gratuite. Donc, ce qui est pas énorme, mais ce qui peut être déjà pas mal. Ça dépend des fantômes que vous utilisez. Voilà. Et aussi, il y a quelque chose, ça c'est quelque chose qui coûte 499 € par mois, mais peut-être que quand vous aurez fait votre premier site ou votre série A et que vous aurez besoin d'automatiser plein de tâches, vous pourrez utiliser un outil qui s'appelle la grosse machine. Nous, on l'utilise chez Finance Factory, c'est juste génial. On l'utilise pour le recrutement. Quand on veut recruter des profils dev, ça marche à fond. Donc, en gros, vous allez créer des workflows d'automatisation cross-platform.
Donc là, par exemple, vous voyez, sur un workflow, je vais démarrer, ça va visiter et récupérer toutes les données d'un profil LinkedIn à partir d'une recherche. Ensuite, ça va aller liker son dernier tweet. Ensuite, ça va aller le follow. Ensuite, ça va laisser un jour. Si au bout d'un jour, il n'a pas répondu, je vais l'ajouter sur LinkedIn avec un message. Ensuite, je vais laisser 2 jours. S'il accepte ou s'il refuse, il va y avoir des scénarios différents. Et en gros, le scénario va s'arrêter quand il aura répondu à mon email, par exemple. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Je vous jure, on l'utilise, mais ça nous fait gagner un temps de dingue. Et vous pouvez l'utiliser. Pardon. Ouais, c'est un outil qui coûte cher, qui coûte 499 € par mois, qui est ultra cher, mais typiquement, en fait, ouais, mais par contre, ça remplace le boulot d'un SDR ou d'un recruteur parfois. D'accord. Dites-vous qu'en fait, le truc, c'est que ça, en général, c'est tout ce workflow-là, c'est le workflow d'un SDR, de quelqu'un qui va aller vous choper des leads. Et là, en fait, c'est un robot qui va le faire automatiquement. Et du coup, en fait, après, vous avez juste à vous concentrer sur la partie, signature du client, démo, etc. Mais voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est pour quand tu démarres avec une entreprise, c'est beaucoup trop cher. Mais j'en parle quand même parce que déjà, c'est un bon copain qui l'a créé, un ancien du Numa. Et aussi, les grosses startups commencent toutes à l'utiliser parce que ça fait gagner un temps de dingue. Donc, quand vous aurez fait votre premier seed ou votre série A, vous pourrez l'utiliser. Quentin, quand tu dis c'est 499 € ça? Ouais, par mois. Mais c'est pour toute la boîte ou c'est par utilisateur? En gros, en fait, c'est pour un utilisateur. Donc, c'est par utilisateur. Mais du coup, en général, ce que tu peux faire, c'est que tu peux changer les profils LinkedIn, etc., etc. Mais ouais, c'est pour un utilisateur. Du coup, pour différentes entreprises, ça va être compliqué. Ok. Bon, bah, ça, moi, non, on l'aura pas à l'incubateur. Ouais. Mais je pense que ça, c'est le genre de. Je pense que d'ici quelques mois, il va y avoir un outil assez similaire qui va se lancer beaucoup moins cher. Okay. Et ils auront un peu le feu aux fesses. Un petit mot sur la partie. Je vois que l'heure tourne, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont autre chose à faire. Enfin, vous me dites si vous pouvez encore rester un peu. Moi, je peux rester. Donc, ça va pour vous ou pas? Moi, c'est bon. Ouais. Mais ceux qui veulent partir, on peut. Moi, j'enregistre tout de toute façon. Hein. Mais bon, c'est intéressant si vous avez des questions, surtout parce que là, j'entends souvent. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Il te reste combien de temps là, Quentin? Combien de slides encore? Écoute, il m'en reste, je pense, en 10 minutes. En 10 minutes, c'est fait. C'est bon pour moi. Ok, ça marche. Du coup, un petit mot sur les campagnes CRM que vous allez lancer sur la partie entretenir vos leads. Donc, c'est ce dont je parlais au début, on leur envoyait du contenu, etc., etc. Et en fait, moi, c'est une erreur que j'ai faite au début et il y a encore beaucoup de boîtes qui le font encore aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a tendance à se prostituer trop tôt. C'est-à-dire qu'en général, juste parce que la personne n'a pas répondu à notre premier mail, ou alors même au premier mail qu'on lui envoie, on leur envoie directement des réductions sur notre service, alors qu'on a défini un pricing, etc. Mais le truc, c'est que oui, on se dit oui, on va faire un pricing de lancement, etc. Oui, mais en fait, ça dévalue ça dévalue énormément votre produit. Et en fait, la perception de votre produit ou de votre service, en fait, vous vous auto-tuez en faisant ça. Et du coup, en général, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est vous restez sur votre position. Vous êtes pas assez cher, vous êtes trop cher, et ben tant pis, vous assumez votre politique de pricing sur votre première campagne. Et vraiment, au dernier moment, si la personne, au bout de 3 emails, elle n'a pas répondu, ou alors elle hésite encore, etc., et ben là, vous pouvez lui sortir un coupon. Mais en tout cas, ne faites pas ça dès le début. C'est vraiment une erreur. Et c'est parce que du coup, en lui envoyant un coupon, ça peut être aussi un moyen de l'activer sur sur de l'upsell, sur un nouveau produit, etc., etc. Aussi, un dicton qu'on se dit pas mal aussi chez Founders Factory, et c'est pour ça aussi tout à l'heure je vous disais allouer des budgets peut-être de 50 €, etc. au début pour tester, mais et aussi le referral, ça marche très très bien dès le début, et c'est ce qu'on se dit chez Founders Factory, c'est spend money to get money. Et du coup, là, vous voyez des exemples extrêmes de banques comme Fortuneo qui offrent 110 € pour vous et 130 € pour vos filleuls. Fortuneo, c'est déjà une grosse boîte, c'est pas forcément les budgets que tu peux mettre en référent, mais si vous regardez Card, qui est la néobanque des ados, et ben typiquement, tu parraines ton pote, il y a 1 € pour toi, 1 € pour lui. Pardon. Et du coup, typiquement, tu vois, si tu arrives à activer tous les gens dans ta classe, tu te fais 30 balles.
Et 30 balles, quand tu es un ado, c'est super. Et donc, du coup, essayez de penser à des moyens smart de lancer du referral avec de l'incentive qui est soit de l'argent, soit des mois gratuits, etc. Et ça, vraiment, au début, ça va pouvoir vous permettre d'avoir votre communauté d'ambassadeurs. L'autre chose aussi, c'est… On est d'accord que c'est principalement pour du B2C, ça. Non, ça marche. C'est sur du B2C, mais je pense que tu peux le faire aussi sur du B2B selon ce que tu fais. Typiquement, tu vois, si quelqu'un te ramène une entreprise, et bah, tu lui offres un mois d'abonnement, tu vois. Si tu fonctionnes sur de l'abonnement. Ah, tu vois, mais vraiment le referral, parce que déjà, en fait, ça va… Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va fidéliser tes nouveaux clients et ça va les convertir en sales. Et du coup, bah, tu vas gagner de l'argent. Et du coup, bah, par exemple, peut-être que si tu offres un mois, t'es déficitaire, et bah, du coup, tu fais 30%. Enfin, tant que tu restes dans ton seuil de rentabilité, tu regardes la LTV de ton client. Et si un mois, ça te permet, enfin, t'es pas déficitaire, tu vois, si ta LTV, elle est de 1 an et que tu lui offres un mois, bah, tu peux te le permettre, tu vois. Et essayez d'être le plus smart possible dans votre stratégie de bouche à oreille, parce que la stratégie de bouche à oreille, c'est ce qui est gratuit ou presque. Et un exemple qui est super intéressant, c'est Bankin. Bankin, c'est l'application qui vous permet de gérer vos comptes bancaires. Et ben en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, avant, si tu voulais présenter à ton pote, l'application de Banking pour qu'il la télécharge, bah, tu étais obligé de lui montrer tes comptes bancaires. Et bah, Banking, ils ont sorti une fonctionnalité où tu peux cacher tes soldes et du coup, tu peux faire la démo à tes potes. Et du coup, bah, en fait, ils ont un programme de referral. Et bah, ça cartonne juste grâce à cette feature. Donc, essayez d'être smart dans la manière dont vous construisez votre programme de bouche-oreille. Et honnêtement, votre programme d'ambassadeur, je pense que vous pouvez le mettre en place très très tôt dans votre relation avec ce dernier. Et donc là, je termine avec une avalanche d'outils. On aura fini dans 5 minutes et puis après, de toute manière, je vous enverrai un peu tout et vous pourrez me poser vos questions juste après. Sur la partie CRM et email, du coup, bien gérer ses envois d'email et ses clients. Moi, j'utilise Streak. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez avoir directement vos pipelines clients et des labels sur chaque email que vous avez dans votre boîte mail. Avec Streak, c'est gratuit, mais c'est limité. La version payante, elle vous permet d'avoir des boîtes partagées et de partager des pipelines avec d'autres personnes, c'est super. Mais honnêtement, moi, je l'utilise en perso Streak pour ma gestion de mes emails, c'est vraiment, vraiment super. Mixmax qui vous permet du coup d'avoir des templates déjà faits, d'envoyer des séquences d'emails, c'est vraiment sympa, mais c'est payant. Vous avez bien sûr HubSpot sur la version gratuite qui est pas mal pour gérer d'un point de vue CRM. Mail Meteor qui est vraiment vraiment canon, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Et un petit conseil quand vous faites des campagnes d'email, que ce soit des newsletters ou juste des campagnes de calls d'email, utilisez un outil comme Zero Bounce ou testez vos emails avant d'envoyer des campagnes. Entretenez vos listes d'emails parce qu'en fait, moins vos listes d'emails sont entretenues, plus vous avez de chances de tomber dans les spams. C'est-à-dire que sur une base de données de 200 emails, si vous en avez 40 qui ne fonctionnent plus, et ben dans l'envoi des emails, Gmail ou Outlook, ils vont voir qu'en fait vous êtes un spammer et du coup ils vont vous mettre dans les spams. Donc vraiment, entretenez à fond vos listes d'emails. C'est pour ça qu'il faut garder le contact avec eux, etc. Il ne faut pas laisser mourir une base de données d'emails que vous avez collectée. Pour les newsletters, vous avez MailChimp et Sendinblue, petite préférence pour Sendinblue qui est français. Surtout que Sendinblue, quand vous allez pouvoir avoir l'abonnement, ils font même des perks de 6 mois, 1 an gratuit avec les incubateurs, etc. Vous allez pouvoir avoir toute la partie marketing automation avec l'envoi d'SMS, etc. Si vous arrivez à connecter email, SMS et tout, vous pouvez juste avoir des séquences avec vos clients qui sont canons. Et si vous cherchez à faire des belles newsletters, vous pouvez trouver de l'inspiration sur un site qui s'appelle Really Good Emails. Ça compile un peu toutes les newsletters, les plus belles newsletters, et vous pouvez vous en inspirer pour faire les vôtres. Donc voilà. Les newsletters, honnêtement, pendant un moment, j'y croyais plus du tout. Et en fait, si vous voulez travailler bien, si vous voulez travailler bien et vous faites du contenu intéressant, qui intéresse votre cible et si vous segmentez bien vos cibles au sein de la gestion de votre MailChimp ou de votre Sendinblue, et ben, honnêtement, vous pouvez avoir des taux d'ouverture et des taux de clics et d'engagement qui sont juste hallucinants, quoi. Sur Instagram, un outil que j'adore, c'est Combine, COMBIN. Combine, ça vous permet en fait de gagner du temps sur tout ce que vous allez faire sur Instagram. Donc là, bien sûr, ça va beaucoup plus être sur du B2C, mais typiquement sur Combine, et bah, du coup,
Vous pouvez aller liker dès qu'il y a un post qui a un tel hashtag, vous pouvez aller liker ce post automatiquement. C'est vraiment, vraiment canon. Vous pouvez aussi, une fonctionnalité qui est géniale, c'est qu'en fait, vous allez sur le compte de votre concurrent, vous allez dans la liste de ses followers et vous allez demander à Combine d'aller follow automatiquement tous les followers de votre concurrent ou d'aller liker leur dernière publication ou d'aller commenter leur dernière publication. Et ça, honnêtement, en fait, c'est mine d'or parce qu'en fait, vous avez votre concurrent qui a déjà fait tout ce travail de croissance de communauté sur Instagram et du coup, vous allez juste aller lui voler tous ses followers. Ça, franchement, c'est juste génial. Et honnêtement, là, j'ai travaillé avec plusieurs boîtes là, de Founders Factory sur ça. Ils ont leur communauté, elle a explosé. Et pour la bonne information, vous avez peut-être déjà testé d'autres outils qui font la même chose, mais il y a pas mal d'outils qui ont été bans par Instagram à cause parce qu'ils ont refait leurs algorithmes, je crois il y a à peu près 6 mois. Mais Combine se comporte comme un humain et du coup ça met un peu plus de temps, mais honnêtement le rendu est dingue. Juste Quentin, tu l'as utilisé pour quand la dernière fois? Parce que moi il m'a bloqué complètement mon Insta. Enfin Instagram l'a repéré et j'ai été bloquée pendant quelques jours. C'est vrai? Ouais. Je sais pas, on l'a utilisé encore la semaine dernière avec Ouais. Osaka. Ok. Et eux, ils ont le plan payant et tout fonctionne très bien. Ah, bah, c'est peut-être ça la différence. C'est que je suis sur le gratuit. Ben écoute, je vais tester avec je vais retester avec un plan gratuit dans les prochains jours. Et je te dirai. J'ai été bloquée 3 fois. Et j'ai été bloqué 3 fois sur combien? Ouais. Mince. Parce que, ben écoute, je vais retester sur le plan gratuit, mais en tout cas, nous, sur le plan payant, par jour, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir toutes les néobanques pour les adolescents et on prend tous leurs followers, en fait. Et ça marche à une vitesse, mais ça marche tellement bien. Ça marchait super bien quand j'ai commencé à l'utiliser. En effet, tu vois des résultats directs. C'est assez ouf. Ouais. Mais il y a peut-être eu un bug sur eux à un moment, le mois dernier ou un truc comme ça. Je vais retenter. Ah bah peut-être. Mais tu sais que ce serait intéressant parce que j'en ai parlé avec Gratitude, du coup, qui sont incubés à Neoma. Et là, ils ont essayé la semaine dernière ou il y a 2 semaines et ils m'ont envoyé un petit mail en me disant qu'ils avaient dépassé la barre des 1000 abonnés grâce à Combine. Donc, Ouais, je confirme, ça a vraiment bien marché. Puis c'est de l'audience qualifiée. Ah bah t'es là. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais il y a juste un moment, on va avoir beaucoup plus d'abonnements que d'abonnés. Et du coup, par exemple, nous, vu qu'on a un positionnement un peu haut de gamme, ça fait un peu cheap d'avoir un compte où on a plus d'abonnements que d'abonnés. Et du coup, Combine nous permet aussi de se désabonner des comptes qui ne nous suivent pas. Du coup, ça, c'est top. Ça permet de grossir la communauté rapidement et ensuite de se désabonner. Tu l'as fait en payant aussi, celui-ci? Ouais. Okay. Mais c'est pas très cher par rapport à tout ça. Ouais, moi, je vais prendre le payant, du coup. Merci. Ouais, peut-être que tu vois, enfin, c'est vrai que le pricing, je crois que c'est combien? C'est 24 € par mois? Un truc comme ça? Je sais plus, ouais, ça doit être ça. 18 le personnel, 36 le affaire. Ouais, tu vois, et tu prends sur du sans engagement, comme ça, tu fais ça sur 1, 2, 3 mois, quand on a vraiment besoin. Et puis, et vraiment, honnêtement, c'est ultra canon. Ça te fait grandir ta communauté. C'est assez puissant. Buffer, ouais. Ouais, je profite juste du fait que Pierre soit là pour rappeler à tout le monde que demain, il y a une table ronde pour Pierre, justement, pour passer la barre des 500% sur Ulule. Je ne sais pas si tu es là demain, Quentin, mais ça serait intéressant que si tu peux, en tout cas. C'est à quelle heure? Je ne sais plus, c'est à 17h. C'est à 17h30. 17h30. Ouais, je pense que j'aurais fini, ouais. Je vais essayer. Vous m'envoie l'invitation. Envoie le lien, ouais. Ouais, carrément, ouais. Je vous envoie ça. Ok. Avec plaisir. Du coup, pour aller très vite sur Buffer, ça vous permet en fait, vous posez le dimanche et en fait Buffer c'est un planificateur de posts. Vous pouvez planifier gratuitement, je crois, jusqu'à 10 posts, sauf si ça a changé récemment. Vous pouvez planifier jusqu'à 10 posts en avance sur la version gratuite, ce qui fait que du coup, toutes les semaines où vous faites votre planification de posts pour la semaine, parce que c'est vrai que planifier un post, publier un post en pleine semaine quand vous êtes dans le feu de l'action, etc., ça prend du temps. Et du coup, si vous le faites le dimanche pour toute la semaine, vous êtes tranquille et c'est plutôt pas mal. C'est simplement pour toujours. Pardon, Buffer, non, vous pouvez le faire sur Facebook aussi. Vous pouvez le faire sur Facebook et ouais. Et je sais pas, non, je crois pas sur LinkedIn, il me semble pas. Ou peut-être, je regarderai. Mais
Sinon, Simple Scrapper, quand vous voulez scraper des bases de données sur des sites internet, ça c'est vraiment canon. Du coup, en fait, c'est une petite extension Chrome qui vous permet en fait de reconnaître à partir de tableaux ou de listes. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est des crypto-monnaies. Et ben du coup, ça va reconnaître un petit peu comment la base de données est faite. Et du coup, vous allez pouvoir tout exporter sur un CSV. Et ça, c'est pas mal. Par exemple, quand vous avez des sites avec pas mal de référencement de produits, etc., ou de contacts, ça peut être vraiment pas mal. Mailflow, ça, moi, c'est un outil que j'utilise pas mal. C'est pour vous faire des to-do et des notes directement dans votre Gmail. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, quand vous voyez un email où il faut que vous y répondiez, mais là, vous êtes en meeting, etc. Et ben, du coup, vous le mettez en to-do et ça l'affiche juste à côté. C'est vraiment calme. Voilà, Small PDF qui vous permet de compresser, de diviser vos PDF. C'est vraiment génial. La Wayback Machine, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais, ok. La Wayback Machine, ça vous permet de trouver les archives d'un site internet. Typiquement, si vous voulez regarder les anciennes versions de Frishti, vous pouvez aller sur la Wayback Machine et vous verrez, en fait, la Wayback Machine, c'est des robots qui enregistrent les anciennes versions des sites internet. Et du coup, ça vous permet un petit peu de voir comment évoluent vos concurrents. Après, je vous avoue que ça marche pas forcément sur des sites qui sont pas très bien référencés, donc des sites assez nouveaux. Mais voilà. TinyPNG, c'est pour compresser vos super belles photos que vous allez mettre sur votre site internet, parce que en général, vous mettez des super belles photos en HD et du coup, votre site internet, il met 20 secondes à charger. Et du coup, vous les compressez sur TinyPNG. Ça ne perdra pas la qualité de la photo, mais ça va la compresser. Et du coup, ça va vous permettre de faire charger votre site internet en moins de 5 secondes. IMG Flip, quand vous voulez faire des GIFs ou des mèmes pour vos comptes de réseaux sociaux, c'est pas mal. Et bien sûr, Canva, qu'on ne cite plus. Quand tu maîtrises pas Photoshop, des bonnes bases de données de photos et de vidéos. Vous pouvez pour les vidéos, vous pouvez aller sur Mixkit ou Pexels Vidéo. Vous avez aussi Unsplash pour les photos et Pexels aussi pour la partie photo. Flaticon, énorme base de données où vous pouvez choisir vous-même les couleurs de vos pictogrammes. C'est juste canon. Vous avez Adobe Spark et promo.com qui vous permettent de faire des petites vidéos promotionnelles. Il y en a des gratuites et il y en a des pas chères. Mais aussi, n'oubliez pas que si vous maîtrisez pas Photoshop, PowerPoint et Keynote sur Mac sont juste dingues. Ça vous permet de faire des choses, des visuels, etc., qui sont vraiment, vraiment sympas. Écrire et lire, Medium et Pocket. Moi, j'utilise Pocket pour quand, par exemple, je vois des super articles intéressants que j'aimerais bien repartager sur LinkedIn, sur Twitter, etc., mais que je n'ai pas envie de le faire tout de suite parce que soit j'ai déjà publié ou soit j'ai pas le temps, je les mets dans Pocket et du coup, comme ça, je me constitue une petite base de données de super articles. Et comme ça, pendant les 2 prochaines semaines, je vais pouvoir les repartager, etc. Donc, et ça, c'est vraiment pas mal. Le PowerPoint du futur. Alors bon, il y a Ludus qui est à cheval entre Photoshop et PowerPoint. Ça vous permet de faire des super beaux PowerPoint, mais je trouve ça c'est assez shiny. C'est pas forcément, vous n'avez pas trop de temps à perdre là-dessus aujourd'hui. En revanche, un truc qui est super, c'est quand vous voulez faire des super beaux decks pour des investisseurs, etc., ou enfin des super beaux decks. Vous pouvez aller sur Slider, c'est une agence de PowerPoint pour les grands groupes. Pardon, et chaque année, ils mettent gratuitement à disposition ce qui s'appelle les freebies. C'est un énorme PowerPoint, un énorme template PowerPoint avec tout ce qui se fait de mieux d'un point de vue design et tout est déjà intégré et du coup, ça vous fait économiser un temps de dingue quand vous voulez faire un super beau deck franchement, vous regarderez, c'est une mine d'or ce truc. Voilà, et pour terminer, de la musique cool quand vous voulez vous concentrer. Radio.com, ça vous permet en fait de choisir un moment, enfin un pays, une année, et d'avoir une playlist de ce pays pendant telle décennie, et du coup de la musique d'Israël pendant les années 70, c'est vraiment super pour se concentrer. Vous avez aussi un truc qui s'appelle Poolside.fm, c'est une radio que j'adore, qui est vraiment géniale pour se concentrer. Voilà. Et du coup, comme cadeau, je vous ai fait un glide à Catch You Babe avec tout ce qui référence toutes les applications, tous les outils dont j'ai parlé. Donc, de toute façon, je vous enverrai la presse juste après. Et aussi, vous pouvez aller là-dessus.
Ça, c'est Hugo qui vous a construit ça. Et du coup, ça pourrait être intéressant après qui intervienne sur toute cette partie tracking, online acquisition. Vous pourrez aller sur foundersfactory.paris/AARRR et comme vous pouvez le voir, c'est un lien qui est traqué. Voilà. Et c'est tout pour moi. Top. Et un immense merci en tout cas. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris énormément. J'espère que tout le monde est encore là pour poser des questions s'il y en a. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez rallumer vos micros et lever la main à chaque question. Alors, moi je prends la parole, je vais aller vite, parce que j'ai un autre call là, que j'ai déjà fait un peu retarder, mais en tout cas, moi je te contacterai en privé, comme ils disent, ou en MP, notamment par rapport au Founder Factory, parce que j'avais vu effectivement que vous recrutez, donc plus pour échanger avec toi, et puis le temps aussi de digérer un peu, de regarder la presse, tester des outils, mais effectivement, il y a déjà de quoi faire là avec tout ce que tu nous as donné comme info, donc un grand merci en tout cas. Cool. Charles David. Plaisir. Écoute, Charles David, il est très heureux parce qu'il a appris plein de choses. Bon, non, c'est vraiment sympa, Quentin, d'avoir pris le temps de nous partager tous ces outils. Je pense que, comme l'a dit celui qui vient de parler, je pense que ouais, Sylvain. Et je pense qu'effectivement, faut revoir l'enregistrement plusieurs fois et pour qu'on puisse prendre des notes tranquillement. Mais vraiment, je pense qu'on a de quoi faire là. C'est vraiment chouette. Je vous transférerai tout ça. Je vais terminer avec Quentin, mais je vous transférerai la presse, etc. Ou Quentin, mais en tout cas, on va vous transférer tout ça et le webinaire qui a été enregistré. Il y a Pierre, super. Une remarque. Vas-y, Pierre. Ouais, d'accord avec Sylvain et Charles, hyper constructif, encore une fois. Et du coup, je pense que ça serait nécessaire peut-être qu'on revienne entre nous à l'incubateur sur l'automatisation des emails et accompagner chaque startup, parce que je pense que ça peut être hyper important et comme le disait Sylvain, ça peut être chronophage et s'empêcher de se concentrer sur le cœur de notre business, bien que ça soit hyper important. Qu'est-ce que tu veux dire par accompagner chaque startup? Peut-être, par exemple, si une startup arrive à maîtriser son automatisation, ouais. Et proposer son aide aux autres startups. Je dis pas que moi je le maîtrise aujourd'hui, je dis juste que j'aurais peut-être eu besoin d'un petit accompagnement là-dessus. Ouais. Et du coup, peut-être qu'on mette ça en place tous ensemble. Déjà, je serais chaud pour aider aussi. Ça roule. Je pense que tout ce qu'a dit Quentin aujourd'hui, ça va aider beaucoup de gens, à mon avis. Et déjà, ça serait pas mal que tout le monde prenne connaissance de ce webinaire-là. Et ensuite, effectivement, on peut aller dans le détail avec chacun. Ou alors, on peut, si toi, tu sais y faire, tu peux accompagner quelqu'un pendant un temps. Enfin, on va pouvoir... Ok, carrément. Carrément. Très bonne idée. Ouais. Qui c'est qui a levé la main? David encore. Vas-y, Charles. Est-ce que, François, tu peux nous l'envoyer pas trop tard, la vidéo? Parce que là, on commence à être chaud. Ça serait cool qu'on puisse traiter tout ça rapidement. Je vois avec Quentin je vous ai mis là, pardon, je vous ai mis juste ici le lien de la présentation déjà dans le chat. Ah, tu l'as mis dans le chat, ok. Parfait. Ouais, je l'ai mis déjà là et du coup vous avez déjà accès à la présentation et ensuite après la vidéo, François, je te laisserai. Ouais, je mettrai la vidéo en ligne. Ouais. Ok, mais en tout cas, même aussi, peut-être un truc qu'on peut envisager, c'est que typiquement, à voir aussi comment se passe le déconfinement, etc., etc. Mais je sais que nous, typiquement, nous l'été, chez Finance Factory, on a une baisse d'activité et nos startups aussi. Et du coup, c'est le moment où on a peut-être un peu plus de temps et peut-être qu'on pourra venir, tu vois, je pourrais venir avec Hugo sur 2 heures un matin, tu vois, de 9 à 11. Et puis on vient et on fait au cas par cas, on fait une demi-heure où on fait un setup avec chaque startup. Alors, voilà, en attendant, je t'en parle après, Quentin, mais on pourra le faire en ligne, surprise de rendez-vous, etc. On va pouvoir faire un truc bien. Ouais, carrément. Mis du temps, et puis, étant donné qu'il n'y a pas que Paris, je pense que ça pourrait être pas mal de faire ce système-là en ligne. Puis de toute façon, c'est des outils digitaux, donc quoi qu'il arrive, c'est à mettre en place en ligne. Donc, faire du one-to-one sur une visio comme ça, ça peut être faisable. Mais ouais, carrément, si c'est faisable, ça peut être super pour tout le monde. Ça. Ouais, écoutez, en fait, aussi en toute transparence, là, nous, on est passé, là, en ce moment, avec ce qui se passe, on est passé à 50% chez Founders Factory. Du coup, on travaille que l'après-midi. Donc, on a des emplois du temps qui sont assez intenses. Mais on va trouver le temps. Top. C'est une super nouvelle.
Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? C'est vrai que du coup, ouais. Vas-y, Jim. Non, moi je voulais aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment, si ça peut intéresser d'autres personnes. En fait, je trouve que la masse de données qui nous a été donnée est immense. C'est vraiment des super outils. Moi, j'aurais bien travaillé en mini-groupe, je sais pas, 2, 3, 4 personnes, sur, par exemple, un outil qui a été mis en avant pour une problématique. Donc, par exemple, moi, ce que je me suis noté, c'est toute cette possibilité-là avec Phantom Buster et LinkedIn que j'aimerais bien utiliser pour aller recruter mes stagiaires dans les écoles Epitech, Epita, qui ont des profils LinkedIn ouverts. Donc, faire des micro-groupes de travail, voilà, si des personnes peuvent être intéressées, donc à définir quel outil dans quelle problématique, mais voilà comment est-ce que je vois. Ouais, c'est une super bonne idée de travailler en petits groupes sur des groupes d'outils, parce que typiquement, il y en a qui sont sur du B2B, sur de la prospection LinkedIn, il y en a d'autres sur la partie réseaux sociaux, il y en a d'autres sur la partie recrutement. Et à partir de ça, si vous créez un petit Notion, enfin, ou vous créez une petite Bible avec des best practices et des tutos, ça peut être juste dingue la ressource que vous créez, quoi. Cool. Parfait. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. À mettre en place, ça va être compliqué parce que vous n'êtes pas tous actifs sur Slack, sauf ceux qui sont là, évidemment. Mais quand tout le monde sera actif sur Slack, ça sera beaucoup plus simple. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est une excellente idée. Je vais me remettre sur le Slack parce que du coup, en fait, j'ai plus d'ordi perso, j'ai que l'ordi pro et je vais remettre l'incubateur de Neoma sur mon ordi pro. Il va sûrement avoir une quarantaine de tags. Ouais, je pense, mais parce que du coup, ça fait super longtemps que je suis pas connecté dessus. Et donc voilà, mais ouais, voilà, c'est vrai qu'on me le dit beaucoup, ce webinaire est très très intense, parce je donne beaucoup d'outils, et je pense que pour tous les traiter, il faudrait peut-être beaucoup plus de temps, je pense, mais au moins ça permet à chacun de prendre un peu ce qu'il veut, et puis après de pouvoir aussi après au cas par cas, en général, il y a pas mal de personnes après qui nous contactent. Je vous ai laissé mon adresse mail pro, et comme ça, si vous avez des sujets très très précis, moi je peux aussi vous orienter vers d'autres experts de Founders Factory. On donne du temps gratuitement. Bien sûr, on donne pas 15 heures par jour, mais en général, s'il y a une boîte qui a un besoin précis, je l'avais déjà dit à François, et on va retravailler dessus ensemble, mais s'il y a une boîte qui a un besoin précis sur quelque chose, on peut avoir un expert Founders Factory qui va dédier du temps. Ouais. Top. Tu nous permets de t'ajouter sur LinkedIn? Ah, bien sûr, allez-y. Non, c'est payant, Charles. Ok, si personne d'autre n'a de questions, on va pouvoir libérer Quentin qui nous a gentiment fait ce super webinar. Sauf s'il y a une dernière question, sinon on peut arrêter là. Oui, j'ai une dernière question. Ah, vas-y. Yes. Tu les as trouvés où tous ces outils? Alors, tous ces outils, où est-ce que je les ai trouvés? Je vais vous donner ma Bible. C'est Product Hunt. C'est juste génial. Typiquement, je sais pas si vous avez vu, je vous invite à l'écouter. On a lancé un podcast Founders Factory qui s'appelle Le jour d'après. Et toutes les semaines, on interview deux personnes. En fait, c'est pas une interview, c'est surtout une discussion où en fait on essaye de réfléchir à comment sera le secteur de l'immobilier, comment sera le secteur de la food après la crise du Covid. Et du coup, toutes les semaines, on fait ça. Et l'autre fois, je me disais, tiens, comment on fait pour faire un podcast? Et du coup, j'ai juste fait ça. J'ai juste mis podcast sur Product Hunt. Et en gros, Product Hunt, c'est des gens qui créent des outils qui sont gratuits ou qui peuvent être payants et qui cherchent des gens qui vont l'utiliser, des gens qui vont leur donner des retours. Et du coup, c'est des produits qui sont juste canons du monde entier. Et bon, alors là, c'est ma connexion Internet qui doit bugger. Non. Voilà. Et du coup, là, vous allez avoir plein de produits en rapport avec des podcasts. Et donc, j'en ai testé plusieurs et j'ai trouvé, je sais plus où j'ai trouvé. Ah oui, c'est en cliquant là-dessus, sur des scripts. J'ai trouvé un truc qui s'appelle encore.fm. Et encore, c'est juste dingue si vous voulez créer des podcasts, c'est gratuit, le montage est super simple, etc. C'est super pro. Et voilà. Et du coup, en fait, le principe de Product Hunt, c'est que vous pouvez upvote
les projets que vous aimez, etc., etc. Et en fait, dès que vous avez une problématique, genre de productivité, vous allez mettre Productivity Tool dans la barre de recherche et vous allez pouvoir tester plein d'outils. Et du coup, moi, j'en teste énormément et je sélectionne les meilleurs et puis je les rajoute dans cette présentation et je les utilise moi-même. Voilà. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur un site qui s'appelle betalist.com. C'est des gens qui lancent des outils. Vous pouvez les tester, c'est sympa. Voilà. Ok. Super, merci. Et avec plaisir. Et ben en tout cas, c'était un grand plaisir. C'est toujours un plaisir. Et puis on voit comment on continue à bosser ensemble, ok? On se cale un truc, François, ok? Ouais, je te recontacte rapidement pour toutes les questions qu'on a pu soulever là aujourd'hui. Là.